Dans cette vidéo, on continue la correction du devoir bilan à partir de l'exercice 3. Effectuer les calculs suivants. Donc pour calculer ces expressions, on va utiliser les priorités opératoires que je rappelle ici. Donc d'abord les parenthèses, et s'il y a plusieurs niveaux de parenthèses, celles qui sont le plus à l'intérieur. Puis ensuite les multiplications et divisions, et enfin les additions et soustractions. Donc on commence par la parenthèse, et dans cette parenthèse, j'ai une multiplication, donc on commence par la multiplication qui est à l'intérieur de la parenthèse. Ça me donne donc la même expression, mais au lieu d'écrire 3 fois 4, j'écris le résultat qui est 12. Le reste, je le réécris tel quel. Ensuite, dans cette nouvelle expression, eh bien, j'ai une parenthèse, c'est donc ça que je fais en premier, 2 moins 12. Et donc 2 moins 12, ça me donne moins 10, le reste ne change pas. Le moins 10, on va le réécrire tout simplement plus 10. Moins 10, ça fait plus 10. Le 2 fois 3, ça nous donne 6. Et enfin, 2 plus 10, ça fait 12. Et 12 moins 6, ça fait 6. Voilà le résultat. Deuxième expression à calculer, b égale 10 moins, etc., etc. Il faut calculer cette expression en remplaçant y par 1. Donc l'expression devient ceci, on remplace y par 1. Et on va donc calculer cette expression. Alors, ça donne ça. Pourquoi? Au niveau des priorités, j'ai cette multiplication dans une parenthèse 1 fois 3 qui donne 3. Je peux aussi faire de manière indépendante le 1 moins 3 qui fait moins 2. Je peux aussi faire, puisque c'est indépendant, le 6 moins 1 qui fait 5. Et enfin, le 4 plus 1 qui fait 5 aussi. Tous ces calculs étant indépendants, je peux les faire en même temps. Ensuite, à partir de cette nouvelle expression, eh bien, j'obtiens celle-ci. Pour passer de la ligne précédente à celle-ci, on fait 5 moins 3 qui donne 2. On simplifie aussi l'écriture du plus moins 2 qui donne moins 2 tout simplement. Et enfin, le 5 divisé par 5 qui donne 1. Il ne reste plus qu'à faire les différentes soustractions. 10 moins 2, ça fait 8. Moins 2, ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. L'exercice numéro 4, les fractions, c'est ma passion. Donc il faut calculer de nouveau des expressions dans lesquelles on a des fractions. Première expression, il faut juste donc vérifier qu'en calculant l'expression, on retombe bien sur 1/5. Alors, comment je calcule ça? Eh bien déjà, je vais faire les calculs entre parenthèses, puisque c'est prioritaire. Et pour pouvoir faire le calcul entre parenthèses, il faut que je mette les fractions au même dénominateur. Donc le 3/5, je la change en 25/45. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 9 pour obtenir une fraction sur 45, que je vais donc pouvoir additionner maintenant à la deuxième fraction. 27 sur 45 plus 2 sur 45, ça fait 29 sur 45. Ensuite, je vais obtenir cette ligne-là. Alors, comment je passe de la ligne précédente à celle-ci? Eh bien, en simplifiant par 29. Je divise par 29 en haut et en bas. Donc, j'ai plus que 1 en haut et en bas. Ensuite, je vais simplifier encore par 9. Je simplifie par 9, donc je divise par 9 en haut et en bas. Donc, je me retrouve avec 9 divisé par 9, ça fait 1. Et 45 divisé par 9, ça fait 5. Donc, je me retrouve avec un calcul beaucoup plus simple que tout à l'heure. 1/5 fois 1 sur 1. Donc tout ça, ça fait 1/5. Deuxième question, on nous demande de calculer cette expression pour x égale 3/5. Donc je prends mon expression, je remplace le x qui est là par 3/5. Et je fais les calculs. Ici, l'opération prioritaire, c'est le multiplier. 3/5 fois 15/9. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc je fais d'abord la multiplication. Mais en fait, je ne vais pas faire la multiplication, je vais simplifier avant de multiplier. Regardez bien, le 3 et le 9, si je simplifie par 3, donc si je divise par 3 en haut et en bas, eh bien j'obtiens un 1 et un 3. Puis le 5 et le 15, si je simplifie par 5, c'est-à-dire si je divise par 5 en haut et en bas, eh bien je vais me retrouver avec un 1. 5 divisé par 5, ça fait bien 1. Et 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc maintenant, je vais faire la multiplication qui est beaucoup plus simple que tout à l'heure. La multiplication me donne 1. 1 divisé par 1, ça fait 1. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 1 fois 1, ça fait 1, tout simplement. Alors, pour pouvoir additionner le 2/5 avec le 1, il faut que je mette tout au même dénominateur.
Donc le 1, je le transforme en 5 cinquièmes. Et maintenant, je peux faire l'addition. 2 cinquièmes plus 5 cinquièmes, ça fait 7 cinquièmes. Exercice numéro 5. Triangle et hauteur. Construire sur la feuille annexe un triangle ABC tel que la longueur AB égale 8 cm, l'angle en A mesure 35 degrés et l'angle en B mesure 55 degrés. Alors pour construire cette figure, on prend sa règle, on trace un segment AB qui mesure 8 cm de long. Ensuite, pour l'angle en A qui doit mesurer 35 degrés, on prend son rapporteur. On le positionne bien, le centre du rapporteur doit se trouver au niveau du point A, et le 0 doit être aligné avec le segment qu'on vient de tracer. Puis on mesure 35 degrés, et on vient tracer la demi-droite, qui fait un angle de 35 degrés avec le segment de 8 cm. On fait pareil pour l'angle en B qui doit mesurer 55 degrés. On prend son rapporteur, on mesure 55 degrés et on trace la demi-droite. Et voilà, on obtient le point C. Question 2. Calculer la mesure de l'angle en C. Que dire alors du triangle ABC? Alors, pour calculer la mesure de l'angle C, je vais utiliser la propriété qui nous dit que la somme des mesures des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Donc l'angle C vaut 180 moins les deux autres. Et les deux autres, eh bien, on sait qu'ils valent 35 degrés et 55 degrés. Donc l'angle C mesure 90 degrés. Que dire alors du triangle ABC? Eh bien, le triangle ABC est un triangle rectangle en C. Question numéro 3. Construire sur la feuille la hauteur issue de C du triangle ABC. Elle coupe la droite AB en H. Alors la hauteur, eh bien, on prend son équerre et on trace une jolie perpendiculaire au segment AB qui passe par C. Voilà la hauteur issue de C. Et on nous dit qu'elle coupe la droite AB en H, donc le point d'intersection s'appelle H. Question numéro 4. Calculer la mesure de l'angle HCA. Alors on va se servir encore de la propriété qui nous dit que la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Cet angle-là mesure 90 degrés, puisqu'on nous a demandé de tracer la hauteur. Donc c'est un angle droit. Cet angle-là, c'est nous qui l'avons construit, il mesure 35 degrés. Donc grâce à la propriété qui dit que la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés, et bien pour HCA, on fera 180 degrés moins les deux, là, qui sont dessinés, 35 et 90. Ce qui nous donne 55 degrés. Question numéro 5. Construire sur la feuille le rectangle AHCM. Bon, voilà, le rectangle AHCM. Vérifiez bien que les points sont dans le bon ordre. Pour tracer ce rectangle proprement, je dois utiliser mon équerre. À chaque fois qu'il y a des angles droits, je dois utiliser l'équerre. Question numéro 6, calculer la mesure de l'angle ACM. Alors, on vient de construire un rectangle, ça veut dire que les droites AH et CM sont parallèles. Comme AHCM est un rectangle, les deux droites là sont bien parallèles. Bon, les angles CAH et ACM sont alternes internes. Ces deux angles-là sont des angles alternes internes. Et comme ce sont des angles alternes internes qui sont déterminés par deux droites parallèles, eh bien, on va pouvoir dire qu'ils ont la même mesure. On cite la propriété de la leçon. Or, deux angles alternes internes déterminés par deux droites parallèles ont la même mesure, donc les angles CAH et ACM ont la même mesure. L'angle ACM mesure 35 degrés lui aussi. Donc pour cette question, il fallait utiliser une propriété sur les angles alternes internes. Exercice 6. Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Les réponses doivent être justifiées. Première affirmation, Alix habite à 800 mètres de son collège. À pied, il lui faut 12 minutes pour s'y rendre. Sa vitesse moyenne est de 4 km par heure. Vrai ou faux? Alors la vitesse moyenne, on la calcule en faisant distance divisée par temps. Attention aux unités, on va d'abord convertir les 12 minutes en secondes. Donc 12 minutes, c'est 720 secondes. Pour passer d'une quantité en minutes à une quantité en secondes, il faut faire x 60, puisque une minute contient 60 secondes. Donc 12 minutes égale 720 secondes. La vitesse moyenne, eh bien, ce sera donc 800
mètres divisé par 720 secondes, ce qui donne environ 1,111 mètres par seconde. Mais il faut convertir ça en kilomètres par heure pour pouvoir dire si l'affirmation est vraie ou pas. Donc convertir 1,111 mètres par seconde en kilomètres heure, eh bien pour convertir des mètres par seconde en kilomètres heure, je vous rappelle qu'on doit multiplier par 3,6. Donc ça nous donne bien 4 km par heure. L'affirmation est donc vraie, sa vitesse moyenne est bien de 4 km par heure. Affirmation 2. Damien a travaillé 2 heures 15 minutes pour effectuer une tâche payée 10 € de l'heure. Son salaire sera de 21,50 €. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On va calculer donc le prix que Damien doit toucher en travaillant 2 heures 15 minutes. Alors déjà, 15 minutes, c'est un quart d'heure, c'est-à-dire c'est 0,25 heures. Donc 2 heures et 15 minutes, eh bien, ce sera 2,25 heures. Comme on est payé 10 € par heure, eh bien, il suffit de multiplier 2,25 heures fois 10 pour avoir le prix total qu'on va toucher, c'est-à-dire 22,50 €. Donc dans l'affirmation, on nous disait que son salaire serait de 21,50 €, donc l'affirmation est fausse. Le vrai salaire, c'est 22,50 €. Affirmation numéro 3, la vitesse moyenne d'un coureur qui parcourt 18 km en 1 heure est strictement supérieure à celle d'une voiture télécommandée qui parcourt 5 mètres par seconde. On va convertir les 5 mètres par seconde en kilomètres par heure. 5 mètres par seconde, ça fait 18 km par heure. Je vous rappelle que pour passer d'une vitesse en mètres par seconde à une vitesse en kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. Donc 5 fois 3,6, ça fait bien 18 km par heure. Donc ça veut dire que 5 mètres par seconde, c'est la même vitesse que 18 km par heure. Donc dans l'affirmation, on nous disait que 18 km parcourus en 1 heure sont strictement supérieurs à 5 mètres par seconde. C'est faux, puisque c'est égal. Donc l'affirmation est fausse. Les deux vitesses sont égales. Il n'y en a pas une qui est strictement supérieure à l'autre. Affirmation numéro 4. Le père de Baptiste accompagne son fils à l'arrêt du bus en voiture, ce qui représente 1/8 de la distance qui le sépare de son collège. C'est-à-dire que 1/8 de la distance, il le fait en voiture. Les 6/7 de la distance restant à parcourir. Donc la distance qui reste à parcourir, il en fait 6/7 en bus. Et enfin, quand le bus arrive, il prend sa trottinette et il parcourt en trottinette 900 mètres. Alors, est-ce que tout ça fait un parcours de 5 km? Moi, je vais prendre la question dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va partir d'un parcours de 5 km. Et on va calculer la distance qu'il parcourt en voiture. Donc, en voiture, c'est 1/8 de la distance. Donc, 1/8 de 5 km, ça ferait 0,625 km. Donc, il parcourrait en voiture 0,625 km, ce qui fait qu'il lui resterait à parcourir 4,375 km. Si le trajet mesurait 5 km, il suffit de faire 5 moins 0,625 pour savoir quel est le reste du trajet à parcourir. Donc sur le reste de ce trajet, on nous dit qu'il en fait 6/7 en bus. Donc on va calculer 6/7 de 4,375 et ça nous donne 3,75 km. Donc là, c'est le trajet qu'il parcourrait en bus. Donc récapitulons, 0,625 km en voiture et 3,75 km en bus. Ce qui lui reste de distance à parcourir pour franchir les 5 km, c'est 0,625 km, c'est-à-dire 625 mètres, à parcourir en trottinette. Donc ça ne correspond pas aux 900 mètres dont on nous parle dans l'énoncé. Ça veut dire que l'hypothèse qu'on a prise au départ, qui était de dire que le trajet total fait 5 km, cette hypothèse est fausse. Le trajet total ne fait pas 5 km. L'affirmation est fausse. Affirmation numéro 5. Durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30%, puis de 20%, au final, le prix de l'article a baissé de 50%. Alors, la première réduction de 30%, je peux raisonner à l'inverse. Si j'ai une réduction de 30%, ça veut dire que je paye 70% du prix initial. Si j'ai une réduction de 30%, je payerai 70%. Et sur le nouveau prix, j'ai une nouvelle réduction de 20%, ça veut dire que je paierai
80% du nouveau prix. Si ma réduction est de 20%, je paye bien 80%. Donc première réduction, je paye 70%. Deuxième réduction, je paye 80%. Ça veut dire que je paye au total 70% fois 80%. Ce qui nous donne, après simplification, 56%. Donc je paierai 56% du prix initial. Et si je paye 56%, eh bien ça correspond à une réduction de 44%. Donc l'affirmation qui disait que les deux réductions successives étaient équivalentes à une réduction de 50% est fausse. Elle est équivalente à une réduction de 44%, pas 50%.